Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la série de vidéos sur l'apprentissage automatique avec Scikit-Learn ou Scikit pour les intimes. Dans la vidéo précédente, nous avons défini l'apprentissage automatique, puis nous avons précisé un petit peu comment fonctionne l'apprentissage supervisé. Dans cette vidéo, je vais parler des sujets suivants. Qu'est-ce que Scikit-Learn ? Quels sont les avantages et les inconvénients de Scikit-Learn ? Comment installer Scikit ? Comment utiliser Jupyter Notebook ou Google Colab ? Et je finirai par quelques conseils pour ceux qui débutent en Python. Alors on va commencer par expliquer ce qu'est Scikit-Learn. C'est pas très facile à prononcer, mais on peut comprendre que ça veut dire kit scientifique d'apprentissage en anglais. Scikit est une bibliothèque Python qui nous permet de faire de l'apprentissage automatique en utilisant des modèles puissants sans avoir à nous soucier de coder tous les algorithmes qui permettent leur fonctionnement. En gros, vous avez trois possibilités. Ou bien premièrement, vous codez tous vos algorithmes en partant de zéro en Python pur, ou bien vous utilisez une bibliothèque comme Scikit-Learn, ou bien vous utilisez une autre bibliothèque comme par exemple TensorFlow ou PyTorch. Alors tout coder depuis zéro en Python, c'est bien, mais ça nous prendrait un temps fou et il faudrait passer aussi pas mal de temps à étudier en détail les fonctionnements mathématiques des algorithmes. Peut-être que vous aurez envie de le faire un jour, mais c'est pas la meilleure façon pour débuter un apprentissage automatique. À la place de faire tout ça et de taper 1000 lignes de code par modèle, on peut faire tout ça en 4 lignes de code sur Scikit et c'est très facile à utiliser tout en étant très efficace. C'est un très bon point d'entrée pour commencer à faire de l'apprentissage automatique, alors que d'autres bibliothèques comme TensorFlow ou PyTorch par exemple sont plus complexes à utiliser. Donc je vous recommande plutôt de faire ça dans cet ordre-là, commencer avec Scikit, aller plus loin avec TensorFlow ou PyTorch, puis si vous êtes vraiment super motivé pour comprendre chaque détail de chaque algorithme, tout coder en Python pur. Une autre chose à noter est que la documentation de Scikit-Learn est vraiment aussi très bien rédigée, elle est très claire et les principes de design des classes de la bibliothèque sont très bien expliqués. On fera un petit tour de la documentation un peu plus tard dans la série de vidéos. Scikit fournit aussi de nombreuses options pour chaque modèle afin que vous puissiez régler les hyperparamètres pour des performances optimales. Alors les hyperparamètres sont les paramètres qui sont choisis par vous avant même de commencer à entraîner votre modèle. Si vous ne comprenez pas bien ce que sont les hyperparamètres pour l'instant, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça en détail dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, Scikit choisit également des valeurs par défaut sensées pour ces hyperparamètres, comme ça on peut commencer rapidement à utiliser les modèles sans même connaître le détail de chaque modèle. Scikit fournit aussi un riche ensemble de fonctionnalités pour les tâches d'accompagnement, comme l'évaluation des modèles et la préparation des données. Ces tâches sont souvent un petit peu négligées par rapport à l'entraînement des modèles qui est beaucoup plus excitant, mais ces tâches d'accompagnement et de préparation sont vraiment essentielles. Enfin, du côté des inconvénients potentiels de Scikit, moi j'en ai pas trouvé du tout personnellement. Mais j'ai vu sur internet que certaines personnes avaient du mal à effectuer des interactions entre les pipelines de Scikit et des pipelines d'autres programmes comme Scala par exemple. En tout cas, quand vous débutez en apprentissage automatique, c'est vraiment pas un problème et à mon avis, Scikit est clairement l'environnement idéal pour commencer à faire de l'apprentissage automatique. Passons maintenant à la partie installation de Scikit-Learn. Perso, ce que j'utilise et ce que je recommande, et ce qui est aussi le beaucoup plus simple à mon avis, c'est Google Colab. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer comment installer Google Colab sur votre machine et vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite pour voir cette vidéo. Une fois que vous êtes sur Google Colab, c'est très simple puisque Scikit-Learn est déjà installé dessus par défaut. Mon deuxième choix d'installation, si vous ne voulez pas de Google Colab pour une raison X ou Y, c'est d'installer Anaconda. J'ai aussi une vidéo sur la chaîne YouTube sur comment installer Anaconda et vous pouvez voir le lien dans la description sous la vidéo. Anaconda est un petit peu moins performant que Google Colab pour les projets les plus complexes, mais c'est pas mal non plus pour faire de l'apprentissage automatique puisque c'est la distribution scientifique de Python et Anaconda comprend des centaines de paquets très utiles pour ce qu'on appelle la data science, la science des données. Anaconda contient aussi Jupyter Notebook, donc c'est vraiment très proche de Google Colab en termes d'environnement de travail. La troisième option d'installation, c'est d'installer Scikit directement à la main. C'est vraiment pas ce que je conseille, mais le site web de Scikit-Learn a une page complète pour expliquer comment faire ça si ça vous intéresse. Je ferai la suite des vidéos sur Google Colab, comme vous le voyez ici à l'écran. Une fois que vous l'avez installé, c'est très facile de créer de nouveaux notebooks depuis Google Drive et c'est facile d'utiliser les tableaux et les images présents sur votre Google Drive dans vos notebooks. Et réciproquement, c'est facile de sauvegarder vos modèles et les résultats que vous avez obtenus sur Google Colab en les enregistrant sur Google Drive. Si vous décidez d'utiliser plutôt Jupyter Notebook, c'est très similaire à Google Colab et vous n'aurez aucun problème pour suivre les vidéos.
Et pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils si vous débutez en Python. Je pense que le cours gratuit d'Open Classroom sur Python est très bien fait. Il y a des exercices qui vous permettent de mettre un petit peu la main à la pâte au fur et à mesure. D'ailleurs, le plus important pour progresser en code, c'est de créer vos propres programmes. Bien que beaucoup de débutants ne se rendent pas compte, il ne faut en fait pas beaucoup d'expérience pour commencer à écrire des programmes. Une simple compréhension de la syntaxe de base et des fonctionnalités du langage Python est amplement suffisante pour créer des blocs de code simples et fonctionnels. Il faut juste donc trouver des petits programmes qui vous amusent et vous intéressent. Je recommande par exemple de coder des petits jeux en Python, c'est assez plaisant. Par exemple, vous pouvez coder un petit jeu de morpion ou de puissance 4 et quand vous êtes bloqué sur une partie de votre programme, vous pouvez taper votre problème sur Google et la réponse sera toujours assez facile à trouver car des millions de personnes ont eu le même problème que vous à leur début. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons commencer à faire un petit peu de code en travaillant à créer notre premier modèle d'apprentissage automatique. Je n'ai pas encore enregistré la prochaine vidéo, donc si vous avez une idée de modèle ou de sujet particulier dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et si vous avez n'importe quelle question sur Python ou sur l'apprentissage automatique, n'hésitez pas à demander conseil dans les commentaires. À bientôt et bonne journée à tous.